Bonjour, aujourd'hui on va regarder l'Iran et la Perse antique. Donc, la Perse antique est une civilisation qui date de plus de 3000 ans. Ce qui est particulier avec cette civilisation ancienne des Perses, des Iraniens, c'est que bien que ce peuple pouvait écrire, il a laissé des documents écrits et des monuments, une grande partie de son histoire a été racontée par d'autres peuples, soit les Grecs antiques, l'Égypte antique et la Mésopotamie. La contribution de la Perse antique dans l'histoire médiatique de l'humanité est très importante. Pourtant, quand cette histoire est racontée par un autre, est-ce que c'est la vraie histoire qui est racontée? Est-ce que la perception de ce peuple est celle qui est véhiculée, même si des documents existent ou certains fragments existent? Une chose est certaine, c'est le fait que les Égyptiens aient parlé d'eux, les Grecs aient parlé d'eux, et les Mésopotamiens aussi. Il y a une certaine documentation qui est faite de cette culture, même si à certains points, si on demandait à quelqu'un qui habitait la Perse antique, est-ce que ce portrait te ressemble? Peut-être que cette personne dirait, ce portrait ne me ressemble pas, ce n'est pas ma culture. Mais une partie des documents de la Perse antique ayant été perdus à jamais, nous pouvons reconstruire beaucoup de cette histoire médiatique à partir des écrits de d'autres civilisations dont les sources documentaires enregistrées, écrites, perdurent. L'empire de la Perse antique est apparu beaucoup plus tard que celui des Égyptiens, des Mésopotamiens. Cet empire-là a été créé de plusieurs royaumes qui existaient déjà, tels la Mède ou la Perse, mais sa particularité est qu'il est un des plus grands, sinon le premier grand empire de l'humanité qui allait de la Grèce jusqu'à l'Inde, tout en passant par la Méditerranée et le Moyen-Orient. Donc, une des particularités de cet empire, c'est que pour le gouverner, il fallait que les souverains achéménides, persans, acceptent le côté multiculturel de cet empire. Donc, acceptent que les tributaires, les peuples qui avaient été conquis, puissent garder leur langue. Et en même temps, les Perses ont adopté le meilleur de chacune de ces contrées qui ont été conquises pour incorporer dans leur culture médiatique et leur culture sociétale, culturelle, le meilleur de chacun des peuples qui avaient été conquis. Donc, on pourrait argumenter que les Perses antiques étaient très bons pour incorporer des éléments culturels des autres contrées, des autres pays, des éléments plus vieux qu'eux pour les incorporer dans leur propre culture. Donc, c'est une particularité très importante, cette espèce d'idée de multiculturalisme médiatique. Les Perses ont emprunté beaucoup des Mésopotamiens, dont plusieurs langues, dont l'araméen. L'araméen a été établi un peu plus tard en Mésopotamie, mais c'est devenu une langue très importante à l'époque de Babylone. Cette langue a été utilisée par les Perses et son écriture aussi a été adaptée. Plus tard, on le verra tout à l'heure, ce n'est pas cette langue qui est restée aux Perses. Ils ont utilisé une autre langue. Leur langue s'est adaptée et son écriture a aussi changé avec la venue et la conquête du monde arabe. Mais ça, on va le voir dans quelques minutes. Une grande partie de l'historiographie, de l'histoire médiatique que l'on connaît des Perses nous vient des Grecs avec qui ils ont eu plusieurs guerres. Donc, l'historien Hérodote nous raconte beaucoup de choses sur cet empire. Ce qui est important, encore une fois, de comprendre, c'est que l'histoire de l'autre nous passe par son interprétation. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui interprète le monde perse pour nous, à partir de ses propres biais. On se souvient que pour les Grecs, si on n'était pas grec, on pouvait être barbare. Donc, si on part un peu de cela, on peut comprendre que la façon de voir les Perses était vraiment négative à certains aspects, surtout si on est impliqué dans plusieurs guerres avec ce peuple. Les tribus qui ont créé les divers peuples qui sont déménagés sur le territoire iranien actuel, dont la base du peuple perse ou iranien, provenait de l'Asie. Donc ces peuples qu'on appellerait aujourd'hui indo-européens se sont séparés. Une partie est restée dans l'Iran actuel, l'autre partie s'est dirigée vers l'Inde et sont devenus ce qu'on appelle les Aryens. On avait déjà vu les Aryens dans le cours sur l'Inde. Donc, après avoir conquis une partie de l'Inde, une partie de la Grèce antique, les Mésopotamiens ont été ceux qui ont été conquis, dont la ville de Babylone a été prise par les Perses. L'Égypte, évidemment, a été conquise elle aussi. Donc, d'un peuple un peu plus nouveau dans l'Antiquité est devenu d'un seul coup le peuple dominant d'une partie de la Mésopotamie, de l'Égypte, de la Méditerranée et de l'Inde. Une des contributions importantes du monde iranien perse,
c'est le zoroastrisme. Le zoroastrisme, c'est une des premières religions monothéistes qui a existé. Donc, cette religion monothéiste, donc ça veut dire qu'il y avait un seul Dieu. Une particularité très importante pour comprendre cette religion, c'est la fondation de celle-ci sur le mythe de la création du feu. Un document très important dans le zoroastrisme, c'est l'Avesta. Qu'est-ce que l'Avesta? L'Avesta est un livre religieux où il y a des liturgies sur cette religion qu'on appelle le zoroastrisme, donc très important. Donc, il y a une documentation de la liturgie, des pratiques, qui évidemment touche à toutes les cultures qui étaient influencées par cette religion. Cette religion existe encore aujourd'hui. Donc cette religion qui est propre au monde iranien est très importante du point de vue des écritures qui ont été laissées. On n'a pas toutes les écritures de l'époque, il y a beaucoup de fragments, mais cette écriture et cette religion sont toujours restées un peu en arrière dans cette civilisation. Même après la conquête par les Arabes, les musulmans, ce côté-là est toujours resté. Aujourd'hui encore, on va trouver des pratiquants du zoroastrisme en Iran et dans des pays connexes. L'Avesta n'était pas écrit dans l'iranien milieu. C'est quoi l'iranien milieu? C'est la forme de la langue iranienne qui est juste avant celle qui est utilisée aujourd'hui, donc la forme moderne. Donc l'Avesta a été écrit dans des langues et dans des formes d'écriture plus vieilles. Il a été traduit plus tard dans une forme plus de l'iranien milieu et évidemment aujourd'hui l'iranien contemporain. Les langues iraniennes, il y en a eu plusieurs. Il y a ce qu'on appellerait l'avestique. Évidemment, l'avestique est tiré de l'Avesta. Dans les formes anciennes des langues iraniennes, on retrouve le vieux perse. Le moyen iranien est composé de plusieurs langues, dialectes. Il y en a 6 qui sont principales en général et il a sa propre littérature. L'aramien a joué un rôle dans ces langues de l'iranien et du perse moyen dans leur constitution. L'aramien, c'est la langue qui était parlée à Babylone, une partie de la Mésopotamie et une partie du monde hébraïque aussi. Du point de vue écriture, une forme de l'araméen a été utilisée dans les scripts utilisés par les Iraniens de l'époque. Avec la conquête par les musulmans et le monde arabe de l'Iran, de la Perse antique, les Perses ont utilisé le script arabe, mais l'ont adapté de quelques lettres de plus. C'est une écriture qui était empruntée à l'écriture arabe, dont les caractères sont très similaires. Il y a quelques lettres qui ont été rajoutées pour faire la particularité de la langue persane, mais les caractères sont les mêmes que ceux du monde arabe. On a déjà regardé ensemble le monde arabe, son écriture et ses langues dans un cours précédent. En classe, l'iranien moderne et d'autres variantes comme le dari en Afghanistan ou ce qui est parlé par les Kurdes ou qui est parlé au Tadjikistan sont toujours des formes de langue iranienne, la même famille. Ce qui est important de comprendre ici, c'est le lien entre le monde perse et le monde arabe. Donc, dès le 7e siècle après Jésus-Christ, les Arabes musulmans ont conquis la Perse antique. Du fait de cette conquête arabe, les Perses sont entrés dans le monde musulman. Comme les Perses sont un peuple littéraire, rapidement, ils sont devenus des scribes pour les Arabes. Donc, c'est très important de comprendre ça ici. J'en ai déjà parlé en classe, que tout en préservant leur propre culture, ils étaient capables d'écrire dans le langage de l'autre qui les avait conquis. Donc, ils étaient capables d'écrire pour les Arabes, en langue arabe, tout en préservant leur propre culture ici. Et cette culture qui était préservée, on la connaît principalement sous la poésie perse. Donc, la poésie est très importante dans le monde iranien. Vous vous souviendrez des poèmes perses qu'on a écoutés en classe. Les Persans continuaient leur culture en adoptant la religion musulmane ou en traduisant leur littérature en poésie arabe. Donc, c'est très important de se rappeler de ça. Comme j'avais dit en classe, quelque chose qui est important de se rappeler de comment est-ce que les Perses gardaient leur propre culture tout en contribuant à celle des Arabes. L'exemple que je donnais en classe, c'est qu'il fallait se souvenir un peu de ce qui se passe souvent au Québec avec des artistes québécois, genre Céline Dion, qui ont une contribution dans la chanson francophone très importante, mais une contribution dans la chanson anglophone qui est aussi importante. Donc, si on prend l'exemple de Céline Dion pour comprendre le monde perse, on peut dire qu'elle chante en français dans sa langue d'origine, mais elle chante en anglais dans la langue de l'autre et elle contribue de façon significative aux deux cultures. C'est la même chose avec les Perses si on veut comprendre un effet médiatique, le fait de contribuer à sa propre culture et celle de l'autre. Donc, Lazare nous dit que le dari, qui est un nom qui est utilisé aujourd'hui plus souvent pour décrire la langue persane qui est utilisée en Afghanistan,
est la langue iranienne qui a été utilisée principalement par tous les Iraniens après la conquête arabe. Donc, pour lui, il y a des formes très importantes de poésie iranienne. Donc, il y a l'épopée persane, la poésie narrative, qui a une forme didactique, donc d'enseignement, et le lyrisme. Évidemment, souvenez-vous des passages poétiques que nous avons écoutés en classe ensemble. Maintenant, on va parler de Persépolis. Persépolis, c'est une ville qui a été créée par Darius le Grand. Darius le Grand est un des souverains de la dynastie des Achéménides. Il a fait construire Persépolis, une capitale là où il n'y avait rien. À cette époque, les Perses avaient conquis l'Égypte, la Mésopotamie, une partie de l'Inde et une partie de la Grèce. Donc, cette ville qu'on appelle Persépolis, il y avait des tributaires qui venaient de partout, qui ont consolidé cette ville. Donc, l'art qu'on peut retrouver à Persépolis, on va trouver des bas-reliefs un peu comme à Babylone ou en Mésopotamie. On va trouver des grandes colonnes comme en Grèce. Donc, on va trouver dans cette architecture, dans les décorations, dans les monuments qui expliquent leur histoire et leur conquête des autres, on va trouver des contributions de tous ces peuples qui ont été conquis par les Perses dans la ville de Persépolis, qui avait plusieurs contributions d'un monde multiculturel, aidant à définir cette capitale d'un empire. Cette contribution, on la retrouve dans les colonnes, dans les fresques, dans les bas-reliefs, dans l'architecture. Donc, ce qui est important à comprendre d'un point de vue médiatique, encore une fois, c'est que la culture perse était capable d'assembler les médias de d'autres civilisations, d'en faire un mélange et d'en faire un nouveau langage, une nouvelle culture propre à elle-même et aux peuples tributaires qui la formaient. C'est un peu ce que les Américains appellent le melting pot. La culture de plusieurs est mélangée dans une seule pour en créer une nouvelle. Donc, étant un monument, Persépolis est vu et senti par tous ses visiteurs. Donc, tous les peuples tributaires qui venaient à Persépolis pouvaient comprendre la grandeur de cet empire. Un monument universel, plusieurs peuples ont contribué à la construction de Persépolis. Donc, aussi bien les architectes grecs de Babylone, Égypte, les artisans aussi, les artistes, les ingénieurs, ils ont tous contribué à la grandeur de Persépolis. Persépolis fut détruite plus tard par Alexandre le Grand qui l'a brûlée durant sa conquête de la Perse. Quand on regarde les bas-reliefs à Persépolis, comme celui qu'on a dans la diapo ici, on peut voir sur la fresque, on peut voir le roi Darius, son fils, Xerxès, qui est en arrière de lui un peu, et on voit que Darius rencontre des tributaires, rencontre des délégués de toutes les nations qui sont contrôlés par la Perse. En arrière de lui, il y a des soldats, mais il y a aussi des dignitaires qui travaillent avec lui dans son palais. Donc, c'est un monument public qui parlait de la puissance de cet empire. Et les fresques, les colonnes, l'architecture était là pour représenter cette puissance. Le message de Darius était très simple. Il le dit lui-même. Là où il n'y avait aucune forteresse, j'ai construit Persépolis. Les fresques, les colonnes, l'architecture servaient à ceux qui ne pouvaient pas lire, leur permettant de comprendre l'importance de cette ville. Donc, d'un point de vue médiatique, le message est adressé à ceux qui sont lettrés et ceux qui ne le sont pas. Donc, pour tout visiteur de Persépolis, le message était très clair. D'un point de vue médiatique, c'était aussi très, très clair. On a une image de pouvoir ici qui est transmise par le monument lui-même. On a déjà vu que les monuments du côté de l'Égypte étaient très importants. On le voit ici aussi. Si on se rapproche du présent, on voit que souvent les capitales des pays sont des grandes villes avec une architecture importante, avec des monuments qui laisse présager un certain pouvoir, un certain prestige des pays. Darius n'était probablement pas le premier à utiliser le monument, mais il a certainement perfectionné l'usage de la capitale comme monument médiatique, laissant passer un message de pouvoir. J'aimerais faire un bref retour sur les langues sifflées d'Asie centrale qu'on avait vu en classe, donc en Turquie. Il y a des langues sifflées partout dans le monde. Donc ça aussi, c'est un autre média qu'on tend à oublier. C'est une forme de communication qui permet à des gens de communiquer sur de longue distance, des messages très clairs pour les gens qui comprennent ce message, mais ça permet aussi de communiquer dans des endroits où le message doit passer dans des obstacles logiques, la montagne, la forêt dense. Donc, un peu comme le message des tambours parlants qu'on a vu, et même des signaux de fumée qu'on n'a pas vraiment étudiés, mais qui sont aussi une forme de média en Afrique. Les langages, les langues sifflées d'Asie centrale, ici en Turquie, sont très utiles. Et c'est aussi un autre média qu'on ne doit pas oublier. C'est un média oral, pas un média écrit. Donc, on l'avait regardé, on l'avait écouté en classe. Rappelez-vous un peu de ce qu'on avait dit ensemble sur ça. C'est ce que j'avais pour vous pour l'histoire médiatique de la Perse antique. On se retrouve bientôt.